Moi, si j'ose dire, mais très content de vous accueillir. Et alors, je pensais d'abord que le professeur Secrétan commencerait par parler, et puis il m'a dit ah, non, 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 pas du tout, c'est toi qui commences, et moi, je commenterai. Alors, on voit, c'est le professeur qui veut effectivement après. Et je serais heureux, effectivement, de bénéficier de sa sagesse sur les considérations d'un problème qui, malheureusement, est un problème dramatique, ignoré, qui est justement le problème de l'esclavage contemporain. Alors, comme vous voyez, j'ai mis des sous-titres anglais parce que j'ai la joie d'avoir quelques amis anglophones ici, et je crois qu'ils seront contents de comprendre un peu de quoi on parle. Donc, ça, simplement, c'est pour vous dire, et là, je remercie Flaminia, mon assistante, qui a fait cette jolie petite affichette, parce que, en effet, c'est un problème aussi qui se pose en Suisse. Parce que sans ça, on dit oui, évidemment, au Nigeria, peut-être, etc. Et puis on nomme toute une série de pays, et on oublie que c'est un problème qui existe aussi chez nous, et y compris à Genève. Alors, je vous invite vraiment à venir à Genève, à Unimail, le 18 octobre. Pourquoi le 18 octobre? Parce que c'est la journée européenne contre la traite de personnes. Et donc là, l'Ordre de Malte, maintenant, a accepté de se joindre à cette campagne. Et j'en suis très heureux parce que je pense qu'il faut effectivement commencer par faire une chose, c'est sensibiliser les gens à ce scandale qu'est l'esclavage contemporain. Donc, qu'est-ce que c'est cet esclavage contemporain? Eh bien, sur le plan des chiffres, il y a plus d'esclaves aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Alors, où on articule des chiffres, venez, asseyez-vous par là, devant. Et les chiffres, on parlait il y a quelques années de 20 millions, et aujourd'hui, on a doublé, mais pratiquement en 5 ans. Alors vous dites, mais enfin, de quoi ça tient? Eh bien, justement, d'abord, c'est des estimations, parce que c'est invisible. Les gens ne portent pas, malheureusement, ou heureusement, une étoile rouge pour dire « je suis un esclave ». Partout dans tous les pays, et puis ça tient essentiellement, et ça je crois que c'est pour ça que nous avons vécu, par exemple, en 98, en 98, le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une sorte de triomphalisme. Regardez donc, on est bien meilleur que toutes les générations qui nous ont précédés. Et bien maintenant, je dois dire, on se rend compte qu'on risque d'être bien pire que toutes les générations qui nous ont précédés. Donc, c'est une perte généralisée, je dirais, de la valeur de la vie et de la dignité de la personne humaine. Et, évidemment, il y a plusieurs formes. Il y a du travail forcé, il y a de l'esclavage sexuel, mariage forcé, maternité forcée. Hein. On forcera une femme à porter un enfant, et ensuite on lui ôtera, et qu'est-ce qui adviendra de cet enfant? Dans le meilleur des cas, il sera adopté, dans le pire des cas, on lui retirera des organes, etc. Transplantation forcée d'organes, oui, c'est quelque chose qui arrive malheureusement. Et là aussi, vous avez des médecins qui pratiquent cela. Vous avez des avocats américains qui soutiennent ce genre de démarche. Mais c'est pratiquement de la marchandisation, donc je veux dire de vendre des corps, voire des organes de personnes. Donc, et puis, il y a aussi les enfants soldats, et puis comme je vous disais, des ventes d'enfants. Et là, je peux vous dire que, par exemple, j'ai une amie, et la femme d'un ami, je donne son nom parce qu'elle était dans les journaux, elle-même, Sarah Inaishen. Et Sarah Inaishen, par exemple, c'est une femme qui est née à Colombo, donc au Sri Lanka, et puis qui a été adoptée par une famille suisse, qui maintenant parle en excellent suisse-allemand, et qui a épousé un suisse-allemand. Ils ont des enfants magnifiques ensemble, ils vivent à Genève. Et puis elle, tout d'un coup, elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Comment est-ce que j'ai été adopté? J'aimerais retrouver ma mère, ma famille. Et elle n'a pas réussi à les trouver. Parce que précisément, on avait brouillé les pistes, il n'y avait aucune trace dans la maternité où elle était née, ses parents. Donc, ça vous crée des drames extraordinaires, et des drames psychologiques. Et même si cette femme a été, si je peux dire, très heureuse
comme enfant, est très heureuse maintenant comme mère de famille, mais il lui reste une grave blessure, qui est cette blessure psychologique de dire « mais ma mère m'a vendu ». Alors, évidemment, les enfants soldats, c'est encore une autre histoire. Et puis, les acteurs. Alors, les acteurs, évidemment, on dit « oh, mais il y a une équipe de criminels qui bénéficie grandement de tout cela ». C'est vrai. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi les victimes. Et que là aussi, les victimes elles-mêmes peuvent être mises en évidence dans, je dirais, la protection et même dans leur réhabilitation. Et puis, il y a les milieux d'affaires et les employeurs qui emploient des victimes de la traite d'êtres humains. Et puis, nous, consommateurs, ah, tiens, j'ai acheté cette chemise au marché de San Remo pour 5 €. Ah bon? Vous étiez payé combien, les ouvriers qui ont fait votre chemise? Oui. Après, il y a eu aussi des gens qui ont posé des questions sur les récoltes de cacao. Alors, c'est plus Nestlé Baby, ça, c'est plus... Mais c'est encore la question qu'on se pose, est-ce que vraiment le chocolat qu'on achète n'est pas un peu amer? Parce que précisément, ce sont des enfants qui ont été forcés de récolter ce cacao et qui l'ont vendu à bon prix à des sociétés suisses. Et puis, je vous dis aussi, alors ça se passe pêcherie, déforestation, mine, plantation, et ça aussi, et ça Yves qui m'aide aussi dans ce domaine et qui, pour ce site justement Christus Liberat, a attiré mon attention sur un bouquin d'un professeur britannique disant très souvent l'esclavage est lié aussi à la destruction de l'environnement. La déforestation des mines sauvages et des choses comme ça, c'est fait par des gens qui sont réduits en esclavage. Alors, après, qui sommes-nous? Eh bien, parfois on peut être des acheteurs ou des vendeurs d'organes pour transplantation, des médecins, des hôpitaux, des intermédiaires, des avocats facilitant ces procédures esclavagistes. Et puis, alors évidemment, les marchands et acheteurs de matrices humaines, d'enfants et de mères porteuses, vous dites, mais mon Dieu, comme c'est vilain. Oui, mais parfois ça se fait avec de bons sentiments. Et alors parfois, justement, c'est la négation des droits de l'enfant en prétendant à un droit à l'enfant. Alors, que faire? Parce que je pense que je ne vais pas vous laisser quand même en disant, bon, ben, ma foi, le monde est mauvais, pourquoi il nous a invités ce soir? Heureusement, il y avait du bon vin. Oui, d'accord. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Et on peut, justement, on peut faire quelque chose, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà et qui font du bon travail. Et je pense en particulier des religieuses. Yes, we have very courageous nuns doing good work. Voilà. Et en fait, je pense que là aussi, il faut agir, je dirais, en profondeur, agir avec un très large front qui permet une action de prévention, de protection, de poursuite de criminels et aussi de réhabilitation de victimes. Et puis mobilisation, alors là évidemment les églises, pas simplement notre Sainte Église catholique, mais aussi l'Église d'Angleterre par exemple est très active là-dedans. Il y a des églises protestantes qui aussi font un excellent travail, et puis il y a aussi d'autres religions qui certainement font... Et je pense aussi les médias, les éducateurs, des acteurs aussi sont engagés, et puis comme je vous dis, souvent les victimes et les survivants sont souvent les plus efficaces, parce qu'ils connaissent les problèmes, ils ont passé à travers ces tragédies, et eux-mêmes, alors, peuvent conseiller justement les victimes pour sortir de cela. Et la diplomatie humanitaire, alors oui, effectivement, à l'ONU, aussi à Vienne, il y a UNODC, c'est l'Agence des Nations Unies contre la drogue et le crime, et qui, effectivement, est aussi très active là-dessus. Et il y a des organisations régionales. Alors, par exemple, le Conseil de l'Europe a un comité, le GRETA, un comité qui est extrêmement actif, et ça vaut la visite, je dirais, de voir ce que fait le Conseil de l'Europe. L'OSCE aussi, et après, s'attaquer aux causes profondes, parce qu'effectivement, un des problèmes qu'on doit se poser, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Effectivement, pour faire bref, c'est parce que on a mis le profit avant l'être humain.
Et évidemment, après, l'être humain, eh bien, on sacrifie au profit. Et puis, si c'est des personnes faibles, si c'est des pauvres qui sont extrêmement dépendants, si c'est des réfugiés, des migrants qui ne demandent qu'à passer une frontière et puis qui tout d'un coup tombent dans des pièges, si c'est une famille à qui on dit mais je propose quelque chose à ta fille, c'est un bon travail dans un hôtel en Europe, etc. Et puis que les parents tombent dans le piège. Voilà. Donc, si vous voulez, on a là une inversion vraiment des valeurs. Donc, s'attaquer aux causes profondes qui sont effectivement les victimes de conflits, les victimes de crimes, les victimes du mal développement, les victimes de l'absence de poste de travail. Et puis, je dirais, ne pas ignorer la dimension spirituelle, parce que je pense que si on est entre croyants, on se rend compte que là, on affronte vraiment une forme spécialement pernicieuse du mal, et que ce mal, je crois qu'on doit oser le nommer et oser l'affronter par la prière. Alors, je veux juste pas aller trop loin non plus, mais juste pour vous donner quelques chiffres. Ces chiffres, encore une fois, vous voyez, c'est des millions. Et même, on peut citer plus d'1 million pour l'Union européenne. Et encore une fois, il y a des gens qui vous diront, les tomates, pas celles de mon jardin, grâce à Dieu, mais les tomates qu'on a parfois dans des emballages très sympathiques, viennent peut-être d'ouvriers qui ont été fort mal payés ou pas du tout payés dans le sud de l'Italie ou ailleurs. Et les crevettes aussi, qui viennent des Philippines ou de la Thaïlande, peut-être aussi viennent là, etc. Etc. Donc je peux vous dire que là, il y a toute une série de problèmes, et que, vous voyez, 2 millions peut-être dans les Amériques, 3 millions plus en Europe et en Asie centrale, 25 millions dans l'Asie et le Pacifique, et puis près de 10 millions en Afrique. Et vous voyez, 50% ce sont des esclaves au travail, 40% dans des mariages forcés, et puis 12% dans l'esclavage sexuel, 70% des femmes et des jeunes femmes, et 30% des hommes et des garçons. Et puis 25% sous l'âge de 18 ans. Alors vous voyez, quand on va célébrer maintenant, le 20 novembre, le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, moi je dirais, de grâce, pas de triomphalisme, mais plutôt accrochons les signaux d'alarme pour dire il y a encore bien d'ouvrages pour que cette convention soit pleinement respectée et que tous les enfants aient droit à leur dignité. Mais voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'aimerais bien que Philibert Secrétan, qui a beaucoup plus de sagesse que moi, puisse dire les leçons de cette tragédie que je viens d'essayer de vous décrire. Et puis encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler, où je pourrais vous indiquer d'autres éléments. Mais Philibert, je crois que tu t'installes dans ce fauteuil, ou bien tu veux faire un peu vite, hein? Voilà. Mon âge, on sait. C'est très bien. Que dire, comment réagir à quelque chose d'aussi énorme? Je crois que nous devons nous habituer à vivre dans un monde de 6 milliards d'êtres humains. D'où aussi l'ampleur des maux qui assaillent cette humanité qui ne cesse d'augmenter. Les chiffres deviennent tout simplement insupportables parce que ils deviennent totalement décourageants, en ce sens qu'on se dit, mais que faire
devant une telle masse de maux, de maltraitance, de personnes qui sont privées de la moindre dignité, de la moindre liberté, de la moindre capacité d'organiser eux-mêmes leur existence. C'est-à-dire d'avoir tout simplement un statut d'humain, le droit d'être un homme, disait Jeanne Hirsch, avec beaucoup de raison. Les droits de l'homme, bon, ça couvre tout le monde, mais 6 milliards. Les chiffres de notre humanité deviennent tout simplement si énormes que nous ne pouvons plus en avoir une représentation à peu près correcte. Nous voyons des chiffres sur une carte. C'est effrayant, mais ça reste des chiffres. Il faut donc essayer de dépasser ce qui sont les limites de l'imagination. Nous ne pouvons plus imaginer toutes ces souffrances et toutes ces turpitudes, mais nous pouvons bien sûr avoir une lecture spirituelle, nous le propose le conférencier, mais aussi je proposerai une approche intellectuelle. Quel est finalement le point commun de toutes ces turpitudes, de toutes ces mises en esclavage, de toutes ces formes d'irrespect de l'homme? Je proposerai un dénominateur commun qui est l'abus de pouvoir. Ce n'est pas toujours l'appât du gain. L'appât du gain, à mon avis, ne fait qu'accompagner quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est ce que je viens d'appeler l'abus de pouvoir. Tout homme qui a ce qu'on appelle un pouvoir, c'est-à-dire une capacité de faire en sorte que l'autre soit d'une manière ou d'une autre, soit à mon service, soit obéisse à mes ordres. Ça peut être le maître d'école dans sa classe, ça peut être le père de famille. Il exerce un pouvoir et il faut savoir que l'exercice du pouvoir est une chose tout à fait remarquable et absolument essentielle à la vie sociale. Et alors, pourquoi l'abus de pouvoir? Abuser du pouvoir, c'est se projeter dans un monde dans lequel l'autre n'a plus le droit de répondre, n'a plus la possibilité de dire non, n'a plus, est privé, si vous voulez, du courage de se révolter. L'abus de pouvoir est en ce sens-là une forme tout à fait fondamentale de l'irrespect du droit de l'autre. Tout un ensemble de circonstances font qu'effectivement, et là ce seraient des descriptions de situations qu'il faudrait engager, mais de plus en plus nous assistons à ce fait que le pouvoir, ou bien est tout simplement contesté, est tout simplement refusé
et qu'il y a un exercice intelligent et nécessaire du pouvoir qui engendre des abus parce que le pouvoir, l'exercice du pouvoir n'est pas éclairé ni par la raison ni par l'esprit. L'exercice irrationnel, l'exercice purement factuel du pouvoir conduit effectivement à dénier à l'autre le droit de refuser ou d'entrer dans une autre relation de pouvoir que celle d'une soumission passive. Je vois donc que, je dirais donc que c'est dans les relations humaines, c'est dans les relations d'homme à homme que quelque chose est complètement vicié, est complètement faussé, est complètement dénaturé, et devient effectivement un espace dans lequel toute espèce de forme de mal s'engouffre. Je propose donc que l'on réfléchisse sur la nature du pouvoir, sur les conditions raisonnables de l'exercice du pouvoir. Je propose de réfléchir sur les conditions dans lesquelles l'exercice du pouvoir est raisonnable et n'est pas contraire à la dignité de l'homme, à la dignité de l'enfant, à la dignité de l'écolier, à la dignité de l'étudiant, à l'étudiant de celui que j'emploie, dont j'ai besoin pour mon travail quotidien, que ce soit ma secrétaire, que ce soit ma femme de ménage. J'ai effectivement dans toutes les situations une sorte de pouvoir et je crois qu'il faut savoir le reconnaître, il faut savoir le dire pour qu'on ait soi-même, que chacun ait une expérience de ce que j'appellerais l'exercice raisonnable du pouvoir. Ce sont quelques réflexions que je vous propose comme une espèce de traduction de ce que je viens d'entendre. Je ne peux rien pour toutes ces femmes dont on a abusé, pour tous ces hommes qui sont forcés de travailler n'importe où, n'importe comment. Je n'ai aucune possibilité d'agir. Je ne puis que réfléchir et me dire, là où il y a abus, il y a déformation, il y a dénaturation, il y a destruction de quelque chose d'authentique et de nécessaire à la vie sociale. C'est exactement comme ça que je réfléchis sur l'argent. L'argent, il en faut. L'argent est une condition nécessaire de la vie sociale. À quel moment est-ce qu'il y a abus? Et c'est la notion de l'abus, je crois, à quoi nous devons réfléchir vraiment en profondeur. Ab uti. Il y a une défaillance, il y a un mal usage, un usage nécessaire, mais qui est... Salut toi. Tu viens écouter, hein? De quoi abuses-tu? Tu souris? Voilà, je m'arrête là. Sans ça, je vais continuer à bavarder pendant des heures. Et j'aurais abusé du temps qui m'est appartenu. Bon, merci. Merci, Philibert. Est-ce que il y aurait... Oui, bravo.
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait posé une question publiquement ou sans... Oui, oui, oui. Hervé, je t'en prie, oui. Oui. D'abord, il y a un problème de la définition de l'esclavage. Autrefois, il y avait une définition qui c'était clair, un statut. Ouais. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de statut, on ne sait pas comment définir l'esclavage. Est-ce que la personne aura la gentillesse de se lever pour qu'elle soit audible? L'esclavage correspondait autrefois à un statut. Oui. Là, aujourd'hui, il peut encore correspondre à un statut dans un certain nombre de cas. Et dans d'autres, ça n'est plus le cas, semble-t-il. Ouais. Et alors là, à partir de ce moment-là, les chiffres peuvent prendre des dimensions assez considérables. Et je me demande où est, à ce moment-là, la limite entre la liberté et l'esclavage. Et quand on parle d'abus de pouvoir, je n'en suis pas persuadé non plus. Parce que l'abus de pouvoir, c'est l'abus de la personne, de la part d'un maître. Mais il y a bien des gens qui peuvent être considérés comme se mettant dans l'esclavage de leur propre gré. Donc il n'y a plus, le rapport avec le maître n'existe plus. C'est la personne elle-même. Je pense par exemple à des gens qui peuvent donner leurs organes de leur propre fait, ou des femmes qui pour gagner leur vie vont faire ceci ou cela, et notamment par exemple mettre au monde des enfants pour compte d'autrui. Donc, je ne suis pas persuadé que cette relation que vous évoquiez soit pertinente entièrement. Voilà. Donc, voilà des réflexions que j'ai, et en particulier, donc, où est la limite entre esclavage et non-esclavage? Il y a bien des gens qui gagnent des fortunes considérables qui peuvent être considérés comme des esclaves, parce qu'ils savent que ce qu'ils font, eh bien, s'ils ne le font pas, ils perdent tout. Oui. Non, Hervé, je te remercie de la question. Voilà. Là, évidemment, c'est trop loin pour que tu puisses le lire, mais effectivement, ça, c'est Yves Reichenbach qui avait fait une comparaison entre l'ancien esclavage, comme tu dis, qui était formalisé, qui était légalisé, où à la limite, il y avait une certaine responsabilité du propriétaire des esclaves vis-à-vis des esclaves. Enfin, l'exemple de saint Paul dans une de ses épîtres, et qui mentionne, ben écoute, c'est plus un esclave, c'est un frère, etc. Bon, qui demande d'ailleurs la libération de cet esclave. Là, il y avait même, dans certains cas, une humanité dans ce rapport entre maître et esclave, si j'ose dire. Mais maintenant, c'est illégal, donc on peut faire tout et n'importe quoi. Et je pense, pour moi, un des critères de l'esclavage, c'est que c'est non volontaire, ou alors qu'il y a un abus parce qu'il y a une tromperie. Et pourquoi? Si tu veux, c'est non volontaire. C'est-à-dire, effectivement, si je donnais un de mes organes à mon frère, il est évident que ce n'est pas de l'esclavage. Que là aussi, une femme fait la même chose pour son mari, et l'inverse. Eh bien, je pense que là, bien sûr que non, ça ne rentre pas du tout dans cette définition. Mais si quelqu'un est forcé de donner cela, et quelqu'un est forcé par la misère de vendre une partie de ses organes, voire de vendre ses enfants, ce qui arrive, malheureusement, alors là, je pense qu'effectivement, on doit défendre même les personnes contre elles-mêmes. Michel, oui. je me demandais s'il n'y avait pas une contradiction interne dans ce que vous disiez, monsieur, mais peut-être que je vous ai mal compris, par rapport à la dernière phrase que vous avez dit, qui pour moi est claire, en fait, le piège de la pensée que je suis libre de consentir à l'esclavage, c'est sinon, ils perdent tout. Est-ce que c'est un libre consentement lorsque l'alternative que j'ai, c'est la misère, comme tu disais, Michel? Est-ce qu'on peut parler de contrat libre lorsque des gens sont prêts à travailler dans des entreprises où ils ont des filets devant les fenêtres parce que sinon les gens se suicident et ils dorment dans l'entreprise? Donc j'ai l'impression que cette notion de dire, mais je signe un contrat, je passe un accord avec quelqu'un, n'a pas de sens à partir du moment où cette personne n'a pas d'alternative, si ce n'est la misère ou la perte de vie, ou alors la coercition ou autre chose. Mais je me trompe peut-être, je vous ai peut-être mal compris. Est-ce que
je ne suis pas certain que toute forme d'absence de liberté soit assimilable à un esclavage. Moi, je me suis trouvé dans des situations où, effectivement, je n'avais pas le choix. Il fallait en passer par là. Et puis on en a passé par là, et puis on en est sorti. Je ne me suis jamais senti esclave. J'irai même plus loin. Si quelqu'un me dit je choisis l'esclavage, c'est-à-dire qu'il a fait en lui-même une séparation entre sa volonté et l'ensemble des circonstances dans lesquelles sa vie concrète, sa vie physique, la vie en quelque sorte du dehors de lui-même, à ce moment-là, c'est effectivement une question à poser aux philosophes stoïciens. Ce sont les stoïciens qui ont proposé cette séparation entre un moi intérieur, dont je reste toujours maître, et un ensemble de circonstances dans lesquelles je me trouve. C'est une position philosophique qui n'est pas du tout négligeable et sur laquelle il faut effectivement revenir, parce que effectivement je peux accepter, je pourrais à la limite accepter certaines choses dans une espèce de refus conscient et absolument délibéré. Je ne sais pas jusqu'où cela est philosophiquement et spirituellement tenable. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette dimension dans l'être humain d'une tension qui peut être extrême entre les circonstances dans lesquelles il vit et l'assentiment qu'il peut encore refuser. Oui, merci. Puis je crois que malheureusement, il y a certains pays, l'exemple le plus patent, c'est le système des castes en Inde, mais il y a aussi certains pays africains, mentionnons la Mauritanie, où il y a, je dirais, un système d'esclavage qui se transmet de génération en génération. Et toi, Romaine, tu mentionnais au Mali, ces esclaves. Oui, il y a des situations et des civilisations même qui ont été bâties sur ce genre de structure sociale. Et c'est aujourd'hui, par exemple, une bataille en Inde entre ceux qui disent on avait une magnifique constitution au moment où l'Inde est devenue indépendante, qui reconnaissait l'égalité de tous les citoyens indiens, et puis maintenant, malheureusement, nous trouvons à nous battre pour faire respecter cette constitution contre l'ancienne tradition qui reprennent du poil de la bête. Écoutez, je vous propose peut-être qu'on continue cette conversation ou cet échange informellement autour d'un buffet. Là, je remercie Yves qui est un très bon cuisinier et qui a préparé quelques surprises. Alors, vous verrez. En tout cas, merci, cher Philibert, et merci à vous tous. Et puis, continuons informellement cette conversation, cet échange, et on peut toujours recommencer cela à une autre occasion et dans d'autres contextes. Alors voilà. Merci, Philibert. Donc, ceux qui pourraient monter les escaliers, nous montons tout au sommet de cette maison, rassurez-vous, c'est pas un gratte-ciel, et donc accrochez-vous à la balustrade et vous trouverez un espace très sympathique en haut avec deux personnes, Julia et Tatiana, deux latino-américaines qui vous accueilleront très gentiment. Ouais. Merci.